fois, voilà, on partira par deux secteurs différents, on se coupera en deux. Donc voilà, donc là on vient en 1871. Donc en 1871, la France a perdu une guerre contre l'Allemagne. L'Allemagne a annexé toute l'Alsace et la partie de la Lorraine qui correspond au département actuel de Moselle. Ce n'est pas toute la Lorraine, c'est uniquement le département de la Moselle. Donc le problème qui se pose au gouvernement français à cette époque, c'est que toutes les fortifications qui protègent l'ancienne frontière, Metz, Strasbourg, sont allemandes. Donc la nouvelle frontière est complètement vide de défense par rapport à une guerre future qui pourrait avoir lieu. Donc le gouvernement charge le général Serré de Rivière, voici le portrait. C'est un général du génie, donc c'est un spécialiste des fortifications. Donc le gouvernement charge d'établir un nouveau système défensif pour verrouiller cette frontière. Donc Serré de Rivière, en une dizaine d'années, entre 1874 et 1884-85, il fait établir sur tout le territoire français plus de 400 ouvrages défensifs, dont 150 forts à peu près comme celui-ci. Voilà, en gros, c'est le plus gros système défensif français, c'est plus important que ce qui a été fait par Vauban à l'époque de Louis XIV, et que ce qui sera fait ensuite avec la ligne Maginot entre les deux guerres. Mais c'est le moins connu. Donc le système de Serré de Rivière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est organisé selon deux éléments complémentaires. Alors premier élément, c'est ce qu'on appelle les rideaux défensifs. Donc, un rideau défensif, c'est une ligne de fort qui se relie deux places fortes. Donc des rideaux défensifs, il y en a deux. On a un rideau entre Verdun et Toul, que vous voyez ici, et un rideau entre Épinal et Belfort, qui se trouve ici, et qui vise à empêcher l'invasion directe par l'adversaire. Et le deuxième élément du système de Serré de Rivière, c'est ce qu'on appelle des trouées. Alors, des trouées, c'est des zones qui sont laissées vides de fortifications exprès, de façon à inciter l'ennemi à s'engouffrer dans ces secteurs, et on attendra à la sortie avec l'armée de manœuvre. Donc des trouées, on en a trois. Il y en a une au-dessus de Verdun, une entre Toul et Épinal, c'est la trouée de Charmes, du nom de la ville de Charmes qui se trouve au centre, et une en dessous de Belfort, la trouée de Belfort. Voilà. Donc les trouées, elles sont aussi verrouillées par des places fortes ou des forts. Et c'est le système donc, qui a été prévu par Serré de Rivière. Donc il a aussi fait faire des fortifications sur toute la frontière avec l'Italie, parce que l'Italie est un allié de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, donc un adversaire potentiel. Les ports militaires, Toulon, Brest, Cherbourg, sont aussi fortifiés à cette époque. Et là, c'est contre l'Angleterre, qui est un concurrent colonial, donc là aussi, un adversaire potentiel. Donc la France, elle était relativement isolée diplomatiquement à la fin du 19e siècle. Donc voilà, Paris, Lyon sont aussi renforcés à cette époque par des fortifications du même type que celle d'Uxeny. Donc si on regarde le plan de la place d'Épinal, alors comment elle est organisée? Au centre, enfin en ville, on a des casernements pour loger la garnison, qui est à peu près de 12 000 hommes en temps de paix et qui peut accueillir jusqu'à 60 à 70 000 hommes à la déclaration de guerre. Et pour éviter que les casernements soient bombardés par un ennemi qui s'installerait sur les collines autour de la ville, eh bien, des forts sont installés sur tous les points hauts autour d'Épinal. Donc autour d'Épinal, on a 15 forts qui entourent complètement la ville et qui empêchent un ennemi de bombarder le centre. Alors chaque fort est à portée de tir de son voisin, de façon à pouvoir se couvrir mutuellement. Donc la portée de l'époque des canons, c'est à peu près 6 à 7 km. Donc Uxenier se trouve ici. Et chaque fort a un rôle précis dans la défense de la ville. Donc Uxenier, outre son rôle de verrouiller l'accès nord-ouest de la place, son rôle c'est de protéger la voie ferrée qui part sur Paris, la voie ferrée qui part sur Nancy et le canal de l'Est qui a été construit à la même époque pour la navigation commerciale. On a des magasins à poudre, donc des réserves de munitions qui sont réparties sur toute la surface de la place forte, de façon à être moins vulnérable en cas d'attaque et à approvisionner plus facilement les différentes fortifications. Un terrain d'aviation qui se trouve à Dogneville, qui existe aujourd'hui mais qui est évidemment de loisir. Un parc à dirigeables pour faire de la reconnaissance sur les troupes ennemies en cas de guerre, et puis un poste de radiotélégraphie pour communiquer avec les autres places fortes. Tous ces ouvrages militaires sont reliés d'abord par des routes stratégiques. Donc la route qui passe devant le fort, c'est une ancienne route militaire. Et ensuite, à partir des années 1890, un petit chemin de fer est construit. Donc c'est tout ce que vous avez en pointillé, qui fait à peu près 120 km de développement. Donc ça a complètement disparu après la Seconde Guerre mondiale. Et notre association a restauré le tronçon de voie qui va entre le fort d'Uxenier et le fort de Bois-l'Abbé. Donc vous allez peut-être prendre
tout à l'heure. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'on a commencé à restaurer cette voie ferrée et elle a été inaugurée l'année dernière, tout simplement. Voilà. C'est vraiment très récent. C'est très récent. Alors, au niveau du fort, donc le fort, il est construit entre 1882 et 1884. Donc c'est les dates que vous avez sur le fronton d'entrée. Alors, quand vous êtes arrivé par le pont-levis ici, c'est l'arrière du fort, c'est pas l'avant du fort. Hein. L'entrée a été faite du côté le plus vulnérable, hein, donc c'est le côté d'Épinal. L'ennemi, lui, il arrive de l'autre côté, il est censé arriver par là-bas. Donc le fort, quand il est construit entièrement en maçonnerie, comme le local dans lequel on se trouve. Donc on construit les locaux au niveau du sol, hein, il n'y a pas de souterrain comme dans la ligne Maginot, tout est construit au niveau du sol et en maçonnerie, donc à peu près 80 cm en 1 mètre de maçonnerie. Et on recouvre l'ensemble d'une épaisseur de terre de 3 à 6 mètres de terre selon la protection qui est désirée. Et les pièces d'artillerie sont à l'extérieur, enfin sur le dessus du fort, à l'air libre. Alors c'est des canons qui ressemblent à ceux qu'on a ici, hein, et qui sont installés comme vous le voyez ici. Alors ça c'est pas sur un fort, c'est sur une batterie extérieure, mais c'est à peu près installé de la même manière à l'extérieur, enfin sur le dessus du fort, simplement protégé par des parapets. Donc on a une dizaine de canons sur les 3 faces avant du fort. Alors sur l'arrière où on se trouve, il n'y a pas de pièces d'artillerie. Donc ça c'est le fort tel qu'il est en 1884, et à ce moment-là la quasi-totalité des fortifications sont établies. Et alors on pense être bien à l'abri de ces fortifications qui ont coûté très cher. Alors malheureusement il y a des évolutions dans l'armement qui viennent remettre en cause cette situation. Alors la principale des évolutions, c'est l'apparition d'un nouvel explosif qui s'appelle la mélinite, qui est un explosif chimique et qui vient remplacer la poudre noire qui était utilisée jusqu'alors et qui est 6 à 7 fois plus puissant que la poudre noire. Cet explosif, il est mis dans des obus qui sont non plus en fonte mais en acier, donc avec des parois plus fines, donc on peut mettre plus d'explosifs aussi par rapport aux anciens obus. Et les anciens obus qui étaient utilisés jusqu'alors, ils explosaient à la surface, au niveau du sol, hein, en arrivant en attaque. Ces nouveaux obus, qu'on appelle des obus torpilles, parce qu'ils sont plus allongés que les anciens, sont équipés d'un système de retardement qui leur permet de pénétrer dans le talus, rentrer dans le sol et venir exploser au niveau des voûtes. Donc ils sont beaucoup plus dangereux que les anciens obus. Alors on va tester ces nouveaux explosifs sur un fort moderne à l'époque. C'est la fort de la Malmaison qui est ici. Pour voir ce que ça donne. Alors le résultat est catastrophique, puisque les locaux comme celui-ci, qui sont protégés par 1 mètre de maçonnerie, plus 3 à 6 mètres de terre, sont complètement crevés par les nouveaux obus. Il y a des brèches de 7 mètres de diamètre. Les façades sont pulvérisées par les explosifs. Donc c'est un peu la panique dans l'état-major. Alors c'est un peu le même problème pour tous les pays, parce que tout le monde, à la même époque, met au point ce type d'explosif. Donc il faut trouver des solutions. Alors ce qui est fait dans un premier temps, c'est que les canons sur le dessus du fort sont trop vulnérables. Donc on les répartit à l'extérieur des forts, hein, de façon à être moins facilement atteints par des obus. C'est ce qui s'appelle des batteries annexes. C'est tous les petites flèches que vous avez. Il y en a une soixantaine autour de la place forte. Donc si vous prenez le train, vous allez passer dans la forêt au niveau d'une de ces batteries. Hein. Donc c'est des emplacements où on peut mettre des canons, entre 2 à 6 canons, en moyenne 4 canons. Ils sont à l'air libre, hein, un petit peu comme celles qui sont sur la photo. Et puis on va utiliser du béton qui est mis au point à cette époque, dans les années 1890. C'est ce qu'on appelle du béton spécial de fortification, qui fait 2,50 m d'épaisseur, mais qui n'est pas armé, il n'y a pas d'armature métallique. Alors dans le fort d'Uxeniez, c'est tout ce qui est en bleu, comme ça. Donc on renforce certaines parties importantes avec ce fameux béton. Et donc ça dans les années 1890. Et on attend une vingtaine d'années plus tard pour faire une deuxième période de renforcement, cette fois avec du béton armé, qui fait 1,70 m d'épaisseur. Et c'est tout ce qui est en foncé. Donc ça, c'est dans les années 1910. Donc là, vous avez les 3/4 du fort qui sont remaniés et renforcés avec cette partie bétonnée. Il n'y a que l'arrière, qui s'appelle la gorge, là où on se trouve, qui n'est pas renforcé avec du béton. Et puis on remet les pièces d'artillerie à l'intérieur du fort, mais cette fois on va les protéger avec des blindages sous la forme de tourelles. On va les voir tout à l'heure. Vous en avez une ici en photo, ce qu'on appelle une tourelle à éclipse, du fait qu'il y a un système mécanique qui lui permet de rentrer à l'intérieur du fort, d'avoir uniquement la coupole qui dépasse à l'abri des bombardements, de se relever rapidement, de tirer et de redescendre rapidement. Voilà. Donc, alors, les tourelles à éclipse, le fort il en possède 4. Une avec un canon de calibre 155 mm, donc c'est le diamètre de l'intérieur du tube, hein. C'est un gros canon. Une tourelle avec 2 canons de calibre 75 mm, c'est celle qu'on voit en photo ici. Et 2 tourelles avec des mitrailleuses, donc elles sont plus petites, pour la défense rapprochée du fort. Alors en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, le fort d'Uxeniez, c'est un des plus puissants et des plus modernes en France.
En puissance de feu, c'est l'équivalent du fort de Douaumont à Verdun. Si vous avez visité le fort de Douaumont. Le fort de Douaumont il est 3 fois plus étendu, mais en fait il a à peu près les mêmes armements que le fort du Saunier, qui est un petit fort par rapport à d'autres forts. Donc pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands sont arrêtés à une trentaine de kilomètres au-delà d'Épinal, vers Ramblin-Villers, et ensuite les combats se stabilisent sur les hauteurs des Vosges. Il n'y a pas de combat ici. Donc les forts ne sont pas impactés par les combats de 1914-1918. Après, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupent la zone, ils occupent les forts et ils ont besoin d'acier pour leur industrie. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont récupérer tout ce qui est possible dans les forts, et notamment les tourelles. Donc sur Épinal, il y avait 5 forts qui avaient été renforcés. Sur les 15, 5 qui avaient été renforcés avec des tourelles. Et sur les 4 autres que celui du Xenièvre, les Allemands font sauter les tourelles pour récupérer l'acier et l'utiliser. Ils n'ont pas le temps de le faire ici. Donc c'est la chance qu'on a ici. Ici, le fort il est laissé intact quand les Allemands s'en vont en 1944. Alors c'est le seul fort d'Épinal qui est complètement intact. Et c'est un des rares forts en France de cette époque qui est dans l'état que vous allez pouvoir voir. Et après la guerre, le fort est utilisé comme dépôt de munitions par l'armée française et plus ou moins abandonné jusque dans 1989, quand une association est créée afin de restaurer ce fort dans son état de 1914. Bon, la question qu'on peut se poser aussi souvent, c'est bon, il n'y a pas eu de combat ici. Est-ce que ça a été utile d'avoir des forts, hein, c'est la dépense inutile? Mais bon, évidemment, je vous réponds que non, ils ont été utiles, puisque le rôle des forts de la ligne serrée de rivière, comme ceux de la ligne Maginot par la suite, c'est de la dissuasion. Le but, c'était d'empêcher l'ennemi de passer directement. C'est ce qu'il a fait, il n'est pas passé directement. En 1914, les Allemands sont passés par la Belgique, c'était pour éviter toute la ligne fortifiée. Et en 1940, ils ont aussi évité les plus gros ouvrages de la ligne Maginot. Donc après les combats qu'il y a eu en 1940, on a perdu, c'est autre chose. Mais les deux lignes fortifiées, elles ont parfaitement fonctionné selon le rôle qui était prévu. Voilà. Donc si vous avez des questions, avant qu'on commence là, allez-y.